intelligence, il voit trop. Et donc, comment aller outre? J'ai discuté avec Stéphane Tucci il y a quelques instants, là, le spécialiste de l'IFOP, et il me dit tout à fait correctement, ce qui manque en France, c'est une vision de l'avenir. On ne sait pas que faire. Et ça, c'est la crise, la vraie crise. Comment reprendre ce qui est remarquable en France, cette idée que pourquoi on ne peut pas faire mieux, pourquoi les gens sont tellement bêtes, pourquoi on ne peut pas faire mieux. Et voilà, la France doit être, si elle veut être honnête avec ses traditions, elle doit être le pays de l'expérimentation. Comment faire des choses? Souvent, l'expérience va aboutir à l'échec, mais tant pis, l'expérience demande toujours l'échec. Et c'est pour cela que je viens en France, pour me ressourcer, pour pouvoir trouver des idées nouvelles et pour... c'est ça qui me rend pas heureux, mais me donne le sentiment que je suis en vie. Et pas seulement dans un petit coin prisonnier des habitudes. Merci Théodore de ce... Nous allons continuer avec vraiment une question d'entrée. Je vais poser donc la question à Claude Agel. Vous êtes professeur-chercheur au Collège de France, vous êtes linguiste. Vous avez écrit entre autres le problème linguistique des prépositions et la solution chinoise, mais vous avez écrit aussi l'homme de parole, ou plus récemment contre la pensée unique. Comment est-ce que vous ressentez cette expression comme vue en France sur un plan vraiment très personnel? Ma première tentation, c'est de rapprocher ce titre, cet étrange titre, marqué probablement au sceau de l'humour du yiddish, d'un autre, d'un colloque auquel j'assistais il y a quelques années, qui s'intitulait Peut-on encore chanter la douce France? C'était les entretiens d'Auxerre. Auxerre, une ville de Bourgogne célèbre pour deux choses qui font à douce France et le bonheur de Dieu en France, si Dieu est alcoolique et si Dieu aime les fromages, les vins et les fromages. Eh bien, la réponse était mitigée, c'était ni vraiment pour ni vraiment contre. Et en ce qui me concerne, puisque je vais faire la leçon d'agrégation qu'on attend de moi, mais j'affirme tout à fait, permettez-moi aussi des impertinences, c'est la langue qui me paraît au centre, on voit qu'être mise au centre, et d'une des raisons de ce bonheur. Depuis Villers-Cotterêts sous François Ier 1539 jusqu'à la loi Toubon, été 1994, en passant par la loi du 2 Thermidor en 1794, peu avant la chute de Robespierre, prise par la Convention montagnarde, eh bien, la langue française est une affaire éminemment politique. Elle est dans beaucoup de pays, un très grand nombre de pays se sont libérés à travers la revendication de leur langue jusque-là opprimée par les pouvoirs centraux tyranniques. Mais la France est un cas tout à fait particulier. Et cette prise en main par l'autorité publique du destin de la langue devrait peut-être, mesdames et messieurs, vous inspirer une certaine retenue vis-à-vis de l'usage d'autres langues. Par exemple, je constate à la page 20 de ce programme de ces assises du MEDEF qu'il est question des work addicts. Et work addicts, en anglais sans traduction, comme si c'était quelque chose de laid ou d'insuffisant comme expression que de dire des drogués du travail. Et je ne comprends pas pourquoi vous avez pu le voir, dire work addicts, je comprends d'autant moins, pardonnez-moi, c'est impertinence, que en même temps, vous me demandez en ensemble, comment faire prospérer le français. Eh bien, mesdames et messieurs, vu l'élève, la principale façon de faire prospérer, c'est probablement de s'en servir. Merci peu, nous allons continuer. Je n'ai pas tout à fait terminé. Mais peut-être aurez-vous l'occasion de répondre. Je serai bref, rassurez-vous. Le bonheur français, il est constitué de cette prise en main de la culture à travers la langue, et il est constitué aussi d'une relative liberté. Pour moi, il se situe à mi-chemin entre un État
qui, depuis la monarchie, on peut dire sans anachronisme, qui a été déjà très jacobine, et ensuite sous la République, est un État assez jacobin, l'autorité centrale forte, et en même temps une certaine ouverture aux libertés individuelles. Bon, sur le point qui vous intéresse et qui n'est plus directement un plan linguistique, mais qui nous concerne tous, à savoir la dette publique, la France a une caractéristique assez intéressante, c'est qu'elle se tire de ces énormes problèmes par la façon peut-être la moins violente. Comment on peut se résoudre le problème quand vous êtes endetté? Il y a différentes façons de résoudre l'endettement. La première, la plus simple, la plus évidente, qui certainement fera crier les défenseurs de l'éthique, c'est la liquidation de votre création. Vous tuez la personne à qui vous devez l'argent. Philippe le Bel, au début du XIVe siècle, l'a fait avec les Templiers, dont il n'avait absolument rien à se reprocher, mais il espérait en hériter. Ils avaient prêté à l'État, à la monarchie française, énormément d'argent, et il espérait, en les brûlant, hériter de leur bien. Il l'a fait également pour les Juifs. D'autres procédés sont le fait de supprimer la dette, et ça a été fait assez souvent, récemment encore. Un autre procédé encore, c'est tout simplement de la rembourser avec un grand échelonnement, avec les souffrances que cela suppose pour le peuple, car évidemment, ce ne sont pas les armateurs grecs, toujours extrêmement prospères, qui payent le service de la dette. Ce sont les gens en Grèce à qui on impose des baisses de salaire et des augmentations d'impôts. Bon, alors, en France, la façon de résoudre ce phénomène, c'est une sorte de moyen terme, un peu comme en Hollande, c'est pourquoi je fais la comparaison, entre une relative liberté individuelle et une assez grande intervention de l'État. D'autre part, pour quelque chose qui concerne directement le MEDEF, où je me permets, avec des impertinences, d'intervenir bien incompétent, mais j'ai quelques idées, c'est certainement en évitant d'imposer en charge sociale à plus de 40-45% des patrons français que le gouvernement peut aider à résoudre les énormes problèmes des charges qui rendent l'industrie moins compétitive qu'elle pourrait l'être. Une façon aussi de faire, encore une fois, le discours que je tiens n'est pas le discours d'un linguiste, mais peu importe, nous n'avons peut-être pas que cela, et je vais terminer, rassurez-vous. Une façon de faire très simple, c'est l'augmentation, tout simplement, d'impôts qui sont moins mal tolérés, et qui sont des impôts indirects. Il est évident que si, pour les impôts ici, notamment en charge sociale, les patrons ont augmenté la TVA et la CSG, on pourrait peut-être résoudre les très gros problèmes d'endettement de l'État. Et enfin, la façon dont on voit la France se poser de façon particulière dans les très gros débats mondiaux, ce sont trois choses que j'aimerais rappeler. L'un, c'est l'affaire des brevets, l'autre, c'est l'affaire de l'exception culturelle, et le dernier, c'est l'affaire de la mondialisation. Les brevets, les Américains et les Britanniques ont très fortement pesé pendant très longtemps pour obtenir que les dépôts de brevets fussent en anglais et en anglais seulement. La France a longtemps résisté, elle a fini, à sa grande honte, je dois le dire, par accepter que les dépôts soient faits uniquement en anglais. Ni l'Italie, ni l'Espagne, ni l'Irlande, ni un certain nombre d'autres pays ont accepté cette espèce d'agression ouverte à leur langue, que des dépôts soient faits dans un pays donné, en une autre langue, la langue nationale. Mais longtemps, la France a résisté. L'affaire de l'exception culturelle est marquée au sommet de la psychologie française. La France reste encore, en dépit de cette démission inacceptable sur les brevets dont je viens de vous entretenir, le pays qui promeut le plus fortement l'exception culturelle, et c'est grâce à cela que la production de films de Hollywood peut encore aujourd'hui ne pas dépasser les 60 à 65% des écrans français, 30 à 35% des films en France sont français, alors que l'Allemagne et l'Italie, qui produisaient d'excellents films dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, n'en sont plus qu'à 10%. Elles ont par conséquent compris que le combat de l'exception culturelle est un combat nécessaire. La France le mène, et de plus en plus, elle est suivie. Ce combat est d'autant plus nécessaire que on a l'idée de ce que est l'âpreté, l'extraordinaire âpreté des négociateurs américains pour faire déferler dans le monde entier leurs films, c'est-à-dire tuer l'industrie cinématographique de tous les autres pays. Lorsque l'on a quelques échos de la manière dont c'est négocié, les films, comme les livres, comme les disques, comme les CD, sont des objets commerciaux comme n'importe quels autres objets dans la conception américaine, pas dans la conception française, et de moins en moins dans la conception d'autres pays européens qui suivent sur ce plan l'exemple français. Voilà une caractéristique. La dernière, c'est la mondialisation. C'est peut-être, je reviens ainsi en fermant la boucle, à ce que je disais d'impertinent au début de ce modeste exposé, à savoir la raison pour laquelle vous avez cru, mesdames et messieurs du MEDEF, parler de work addicts au lieu de drogués de travail. Work addicts,
c'est le fait que la France a une position originale dans la mondialisation. La mondialisation dont on se gargarise, que l'on ne cesse de resservir à tout moment pour clore le débat, à mon avis, pardonnez-moi, est un mythe absolu. Ce n'est autre chose que la méritalisation du monde. C'est, comme a très bien vu l'économiste Galbraith, une des dernières cartes que les États-Unis ont trouvées pour essayer de redresser une économie en déclin. Ils y sont très bien parvenus. Par mondialisation veut dire dans les termes américanisation. Pardonnez-moi, je simplifie, mais c'est comme ça que je la vois. Sur ce plan, la France a une attitude en rapport avec cette tradition, avec cet équilibre entre l'autorité de l'État et une certaine liberté de la pensée, une position originale qui est réservée, même si un certain nombre d'entre vous, mesdames et messieurs de l'UDF, n'en sont pas convaincus. Merci. Merci Claude. Nous allons continuer ce tour de piste avec Guy Valencien. Vous êtes professeur en médecine à Paris-Descartes, vous êtes chirurgien, vous êtes urologue, vous avez écrit aussi des livres. Vous avez. Alors, cette expression comme dit en France, qu'est-ce qu'elle évoque? Et puis, avec deux petits points derrière. Premièrement, sur le programme, il est dit que vous êtes l'inventeur du groupe Bobo des urnes. Alors, au-delà des contre-pétrés que le journaliste chercherait immédiatement, qu'est-ce que c'est que ce groupe? Et avec une petite inquiétude, puisque Claude, qui est linguistique, nous a dit que voilà, le bonheur en France est relié à la langue, et vous, donc, vous êtes un spécialiste de la prostate, donc je me demande un petit peu ce que vous allez nous dire. À vous la parole. Alors, les Bobos des urnes, ce groupe, c'est simplement un petit groupe de copains, banquiers, entrepreneurs et artistes, qui s'est réuni à la fin de l'année dernière et qui a fait une petite chanson qui a été mise sur YouTube, caricaturant les 5 principaux candidats à la présidence de la République. Et nous pensions, au travers des amis et des relations d'amis, atteindre 10 000 clics. On en a eu 1 400 000. Alors ça fait un peu, c'est pas possible, les spécialistes se sont dit, vous gâchez le métier, Laurent Gérard fait 300-400 000, Cancun 400 000, 1 400 000 clics avec une petite chanson, allez la voir, ça s'appelle Les Bobos des urnes, présidentielle 2012, merci. Alors, maintenant, suis-je heureux en France? Oui, puisque j'ai pu réaliser cette chanson en liberté, bien évidemment. Oui, suis-je heureux dans mon métier en particulier, certainement, parce que on avait encore, c'est en train de changer, mais on avait encore la liberté d'entreprendre, et la liberté d'entreprendre en chirurgie, ce n'est pas simple. Quand on voit mes collègues américains qui sont obligés de se border, de faire signer 50 pages à leurs malades comme quoi ils ne sont pas responsables et d'avoir des assurances qui vont jusqu'à 100 000 € par an pour se border de toute procédure, on est heureux comme chirurgien en France. Nous avons pu développer des techniques tout à fait innovantes. Je pense effectivement à l'ablation de la prostate pour cancer que nous avons fait par célioscopie, cette technique qui consiste à utiliser des petits tubes au lieu d'ouvrir les malades comme on le faisait avant, technique qui avait été tenté par les Américains, qui avaient renoncé, et qui a eu le courage de non écrire dans une publication de dire c'est trop dangereux, c'est trop difficile. Ils mettaient 12 heures d'opération alors qu'on en met 1 heure et demie. Aujourd'hui, le saignement était énorme et les achats de sutures fréquents, donc les Américains avaient honnêtement dit on arrête. Et les petits Frenchies que nous étions, les petits Français que nous étions, se sont dit puisque c'est impossible, on va le faire, bien évidemment. Et on a contourné l'obstacle en trouvant des améliorations techniques qui nous ont permis de réaliser une série d'une centaine de malades qui a été publiée dans une très bonne revue, une fois de plus américaine, car on est toujours reconnu à l'étranger avant de venir se faire reconnaître dans ce pays. Et là, ça a été le tremblement de terre dans le landerneau chirurgical international, parce que qu'est-ce que c'est que ces Français qui réussissent à ce point? On a vu débouler dans le service dont j'étais le responsable à l'époque, plus de 2000 chirurgiens du monde entier, donc des centaines d'Américains, surpris de voir que nous opérions avec 2 petites pinces, un petit bistouri, un minimum de matériel, alors que dépensent des fortunes de matériel extrêmement compliqué. Donc nous avions montré véritablement qu'en entreprenant, nous pouvions réussir. La vraie difficulté, c'est qu'ensuite, et l'Amérique est plus forte que nous pour ça, nous étions une équipe. Et eux, très vite, ont compris qu'il fallait rattraper cette humiliation insupportable. Et ils ont mis 5 équipes au boulot, qui peu à peu ont multiplié les publications, et le petit français, là, se retrouvait de plus en plus derrière. Nous restons encore quand même les dinosaures, on nous met toujours dans les citations de la bibliographie en premier, puisque nous avons réalisé le premier, mais c'est un peu désolant de voir que ce pays n'engrange pas la mécanique de dynamique collective. Voilà, c'est un peu le reproche que le français est un individualiste. Et la deuxième critique que j'aurais par rapport au fait que je suis heureux de vivre en France, c'est que nous n'avons pas été suivis par l'industrie. Il n'y a plus d'industrie médicale française, on peut le dire, et c'est dommage. Donc il a fallu faire appel à des facteurs américains, japonais, allemands,
Et fatalement, comme vous n'êtes pas du pays, leur logique est différente et donc vous n'arrivez pas à leur faire produire l'instrument idéal que vous voulez. Et ça, c'est dommage. Nous avons laissé tomber complètement tous les pans de l'ingénierie médicale française. Et l'un des plus grands drames a été la vente par Gomez de la Générale de radiologie dans les années 80, J, à la Générale électrique. On voit ce qu'il en est maintenant. Sans imagerie, il n'y a pas de médecine. Donc si on pouvait penser à reprendre ces parts de marché dans un monde de la santé qui est l'économie de demain, là je serais content et je serais encore plus heureux de vivre en France. Vous avez parfaitement illustré le propos de Théodore Zeldin. Hein. On va faire mieux que les autres. C'est ce que vous avez fait, ce que vous avez essayé de faire, ce que vous avez réussi à faire. En même temps, avec une économie de moyens, et ça m'amène vers l'intervenant suivant qui est Joachim Leibowitz. Vous êtes mathématicien, école centrale, vous êtes probabiliste, vous avez fait une thèse sur les calculs stochastiques et le mouvement brownien multifractionnaire, et c'est en rapport avec la finance, comme peut sembler laisser indiquer votre avis, qui n'est pas celui du mathématicien fou qu'on imagine parfois en France. Économie de moyens, c'est Denis Kessler qui joue un rôle important dans l'histoire de ces universités d'été, qui dit que si la France est bonne en maths, c'est parce que la France, c'est parce que les mathématiques sont un outil où on peut réussir avec une très grande économie de moyens. Il suffit d'un papier, d'une feuille de papier et d'un crayon et qu'on peut faire des maths. Et donc en France, on a encore des feuilles de papier et des crayons que donc on est bon en maths. Au-delà de ça, reconnu en France, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Oui, alors je vais répondre à la question, mais simplement pour ce qui est d'élégance des mathématiciens, Cédric Villani, qui a eu la médaille Fields en 2010, est un modèle d'élégance. Non, je disais par rapport à l'image qu'on s'en fait. Voilà. Mais l'image qu'on s'en fait, c'est aussi ce qu'ils sont. Bon, en tout cas, ce que m'évoque cette phrase de reconnu en France, d'abord, je dois dire que je suis quand même très très fier d'être un mathématicien français, et encore plus fier quand je vais à l'étranger dans les conférences, où il suffit de dire qu'on est français pour être immédiatement admiré. Mathématicien français pour être immédiatement admiré. Et de plus, quand un professeur allemand me dit que, au fond, la seule chose qu'il regrette, un professeur de prestigieuse université allemande me dit que la seule chose qu'il regrette, c'est de ne pas avoir été français pour être encore meilleur mathématicien, là je veux dire que je suis ravi. Bon, pour autant, je crois que la renommée des mathématiques françaises, mais même de la recherche scientifique française, est loin d'être usurpée, et je pense que c'est aussi parce que la recherche française, enfin, les hommes politiques français, on peut leur rendre hommage, ont su faire ce qu'il fallait. Et faire ce qu'il fallait, c'est, à mon sens, au moins trois choses. C'est d'abord la capacité de la France à financer la recherche fondamentale. Alors la recherche, parce que moi j'appelle recherche fondamentale, c'est la recherche qui, a priori, n'a pas d'application. Pas d'application immédiate. L'autre capacité de la recherche française, ça a été d'offrir beaucoup plus que dans les autres pays, des postes fixes à ces chercheurs. Et ça, quand même, quand on est chercheur, on cherche un poste fixe, c'est quand même bien de se dire que voilà, en France, on peut trouver des postes fixes. Et puis il y a aussi la capacité que la France a de regrouper des scientifiques de très haut niveau dans des centres de recherche. Bon, centre de recherche, que ce soit le CNRS, le Collège de France, ou l'Institut des hautes études scientifiques. Alors, bon, on a une très bonne école mathématique française, très bon chercheur scientifique français, encore faut-il pouvoir en tirer parti, de notre profit. Et il y a un exemple qui me vient à l'esprit, puisque je parlais de Cédric Villani, c'est une question que Gaspard Monge avait posée au XIXe siècle, ça remonte à longtemps. Il avait demandé comment on pouvait faire pour transporter un tas de sable à un coût minimum. Bon. Et alors, cette question, aussi simple qu'elle puisse paraître, a donné lieu à une nouvelle branche des mathématiques qu'on appelle le transport optimal. Et c'est ce qui a valu à Cédric Villani, donc le chercheur français, en 2010, pour recevoir le bénéfice. Bon, alors très bien, on sait comment déplacer un tas de sable optimalement, et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il se trouve que ça a des applications dans la retouche d'image. C'est une application qu'on n'attendait absolument pas a priori, ben voilà, c'est ça qu'on obtient. Alors, pour autant, évidemment, enfin, il y a plein de découvertes qui sont comme ça, mais pour autant, je pense que ce bonheur d'être français, d'être mathématicien français, je pense que disait Théodore Zeldin qu'il faut le défendre. Il faut le défendre, et il faut même le défendre parce que sinon on va le voir disparaître. Alors le défendre contre quoi? Je dirais que ce que je vois en tant que mathématicien, c'est quand même que
90% des projets de recherche fondamentale ne sont plus financés. S'il n'y a pas une application qu'on est capable de présenter immédiatement, on n'est plus financé. Et l'autre gros problème que je vois, c'est l'évaluation systématique, avec des critères quand même franchement douteux, de la recherche et des chercheurs. Alors, quand même, parce que les critères, il y en a beaucoup, mais il y en a qui pendant cette intervention, je me demandais ce qu'il y avait comme critère que je trouvais le plus délirant. Il y en a tellement que ça a été dur de choisir. Mais alors quand même, voilà, je résiste pas à la tentation de vous parler de l'indice de Hirsch. Parce que la question, c'est comment on évalue les chercheurs. Alors on peut lire leurs articles, ou alors on peut décider de ne pas les lire. Et si vous décidez de ne pas les lire, il faut quand même savoir comment on va pouvoir les évaluer. Alors l'idée est très simple. Si vous êtes un chercheur, et qu'on a cité 5 de vos articles dans 5 revues différentes, on vous octroie l'indice 5. Bon. Alors, après, on peut savoir ce que ça veut dire. Et on voit quand même que les conséquences de ce genre de pratique, c'est que quand vous soumettez un article, bon, on peut vous faire des remarques sur la qualité mathématique de votre article, mais on peut aussi vous demander de rajouter les noms de telle et telle personne. Voilà. Ce genre de trucs qu'on récupère. Bon, et puis pour conclure, ce que je voudrais dire, enfin, en tout cas ce que ça m'évoque, moi, cette question du bonheur, je vais répondre à la question par une autre question. Le bonheur, est-ce que c'est pas finalement la possibilité offerte au plus grand nombre d'avoir raison seul contre tous? Merci. La notion de bonheur à défendre est retenue déjà dans 4 interventions. Je trouve que c'est intéressant. Denis Masseglia, nous allons continuer avec vous. Vous êtes président du Comité national olympique et sportif français, ancien international d'aviron. Le CNOSF est à la fois le représentant de CIO en France, mais il fédère aussi les organisations sportives en France, donc vous regroupez des dizaines de milliers d'associations. Je crois que c'est un point important. Cette notion de bonheur reconnue en France, qu'est-ce qu'il évoque chez vous? Merci d'abord de rappeler qu'effectivement, le mouvement sportif français est un mouvement important. Moi je le dis avec beaucoup de fierté. Il rassemble pratiquement 15 millions de personnes, 175 000 associations, et il est animé par beaucoup de bénévoles qui sont à la tête de ces associations et sans lesquelles les associations ne pourraient pas fonctionner. Alors on pourrait se poser effectivement beaucoup de questions par rapport au bonheur et au fait d'être heureux lorsqu'on est un sportif en France. Je crois là aussi qu'il n'y a pas de modèle parfait et que ce que l'on a n'est pas si mal que ça, même si effectivement on pourrait progresser. D'abord, je pense qu'on ne peut pas être heureux en permanence et qu'il faut savourer les quelques moments de bonheur que l'on peut avoir par-ci par-là, et en particulier lorsque il y a de grands événements comme celui qu'on a vécu il y a quelques semaines au moment des Jeux Olympiques et comme ceux que l'on est en train de vivre maintenant au moment des Jeux Paralympiques et qui donnent, Anne-Marie Irac en a parlé tout à l'heure, un certain sentiment de fierté. Moi j'ai été heureux pendant 15 jours au moment où se sont déroulés les Jeux Olympiques de Londres. Ça a été un bonheur permanent que de voir des Français fiers, avec des drapeaux, entonnant la Marseillaise spontanément, lorsque il y avait des athlètes français sur les stades, dans des piscines ou des gymnases qui allaient à la recherche de performances élevées, qui ne sont pas données à tout le monde, et bien évidemment, mais qui peuvent contribuer à donner du rêve et de l'émotion. Et je crois que c'est important qu'on ait des locomotives en ce sens. Après, il faut se poser la question de savoir si le sport peut permettre à tout un chacun de s'épanouir. Pour moi, évidemment, la réponse est oui. Et si, à partir du moment où on permet à quelqu'un de s'épanouir, et s'il est mieux dans sa tête et s'il est mieux dans son corps, est-ce qu'il sera plus performant, est-ce qu'il sera mieux dans ses habitudes, mieux dans son attitude et mieux aussi dans son travail? C'est un vaste sujet qui va certainement déboucher pour nous sur l'intérêt qu'il y a à ce qu'un jour le sport puisse être au centre d'un projet gouvernemental. Je le rêve à demi-mot parce que
le sport est beaucoup plus que de la haute performance et du haut niveau. Il a la capacité à créer du lien social, il a la capacité à créer de l'éducation, il a la capacité à faire en sorte qu'il y ait de l'intégration comme probablement aucun secteur d'activité n'est capable de le faire. Et donc, si on misait sur le sport, et il faut oser pour cela, pour l'avenir et pour notre pays, je pense qu'on pourrait en récolter les dividendes. Sauf que, et c'est là que le bas blesse, les dividendes, ils sortent avec une génération. Et lorsque l'on mise à 20 ans, c'est un délai qui est beaucoup trop long pour n'importe quel élu politique. Et donc, il faut s'interroger sur qu'est-ce que l'on peut faire pour avoir une vraie politique sportive qui permette à donner plus de bonheur aux gens et d'être plus heureux dans cette pratique, puisque, quand même, un Français sur 2 pratique, un Français sur 4 le fait dans un club, ce qui veut dire que le phénomène sport est un phénomène important pour la société française et que, à travers lui, on peut espérer demain résoudre, non pas totalement, mais en partie, un certain nombre de problèmes que la société se pose. Alors, moi j'ai envie de dire, par rapport au sens de la phrase « heureux comme Dieu en France », il y a heureux, oui, le sport contribue au bonheur. En France, évidemment, puisqu'on y est et qu'on a envie de faire en sorte que ça soit de mieux en mieux. Et puis alors, comme Dieu, je ne sais pas si c'est les dieux du stade, les dieux de l'Olympe, ou si c'est réservé qu'à une certaine élite. Je ne le crois pas, je ne l'espère pas. J'espère que demain, on pourra faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens heureux, parce que la pratique du sport aura contribué à faire d'eux des gens plus heureux. Ça commencera à l'école, ça sera l'objet de la deuxième partie, je suppose, du débat. Merci. Merci à vous. On continue ce tour avec Dominique Restineau. Dominique, vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, président délégué de l'Institut du mentorat entrepreneurial, président fondateur de Mouji, mais je crois que ce qui vous définit plus simplement, c'est que vous êtes un fondu d'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous dire donc en quelques phrases ce que vous faites, puisque ce n'est pas vous faire injure que de dire que vous êtes moins connu que d'autres personnalités à cette table, et surtout ensuite ce que cette phrase retenue en France évoque personnellement pour vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'elle m'inspire? Heureux comme Dieu en France, je vais remplacer facilement par heureux comme un entrepreneur en France. C'est assez simple. Bien évidemment, je suis un entrepreneur et donc je suis à peu près forcément optimiste, ou en tout cas un optimiste. Je remercie Claude Agege parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, il me donne encore un peu plus de bonheur, il vient nous faire découvrir, pour certains peut-être en tout cas, que Villers-Cotterêts est une ville importante, c'est la ville, toute petite ville où je suis né, je pensais que personne ne connaissait cette ville, donc merci. J'ai entendu, je crois que c'était M. Zeldoun qui disait c'est difficile d'être heureux lorsqu'on voit le malheur de certains. Moi je crois que pour aider les autres, il faut forcément être heureux soi-même parce que c'est plus facile à le faire. Je vous l'avais rappelé, je suis élu au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Je pense que c'est une organisation qui aide, comme d'autres d'ailleurs, les entrepreneurs, ceux et celles qui veulent entreprendre. C'est ce que je fais également avec ce mouvement que j'ai fondé pour les jeunes qui créent des entreprises pendant ou dès la fin de leurs études, qu'ils aient un CAP ou un Bac plus 5. Donc je suis forcément un optimiste. Je suis un enfant de l'immigration, donc j'aime ce pays. Vous avez dit revendiquer cette envie de dire quand il faut se battre pour dire les choses. Les autres le disent, les autres pays le disent. En ce moment même, il y a les universités, les chambres de commerce et d'industrie en France, qui sont à quelques kilomètres d'ici, à Versailles. Nous avions en plénière hier 5-6 jeunes, c'est eux qui étaient sur la scène, en plénière, puisque la thématique c'était 19-29, génération Y.
Nous avons vu des jeunes gens, bien sûr, plutôt bien nés, en tout cas avec un certain nombre de talents, de plusieurs pays du monde, de 5 continents. Et sincèrement, je pense que c'est une obligation que nous avons de travailler à être heureux, parce que c'est le message que nous devons leur transmettre. Merci Dominique. Avant que le professeur Agel me reprenne, je le fais moi-même. Il me semble avoir dit sérieux entrepreneur. Je voulais dire évidemment entrepreneur en série, même si je n'arrive pas à me dire que c'est tout à fait la même signification. J'aime pas beaucoup ce mot de sérieux. Stéphane Truchy, vous êtes président du directoire de l'IFOP, vous êtes sondeur depuis un certain temps. Donc vous connaissez évidemment bien toutes les enquêtes qui racontent la France et qui racontent ce qui se passe chez les Français. Cette phrase reconnue en France, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Alors je pense que je vais plutôt me tourner du côté de l'opinion. On sonde l'opinion à l'IFOP depuis 1938, donc on a un recul sur l'état du bonheur des Français qui ne date pas d'hier. Exactement, c'est un moment de l'accord Dominique. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même aujourd'hui, on fait face à un effondrement de la perception de bonheur des Français quand même. Je pense qu'on est tous effectivement en train de se dire qu'on est heureux d'être en France, mais quand on regarde l'état d'opinion, on ne peut pas véritablement dire qu'on est heureux d'être en France aujourd'hui. Je connais quand même à des seuils de confiance qui sont au plus bas de ce qu'on a constaté. On a eu un effondrement en septembre 2011 qui est lié à la crise de la dette et qui véritablement a marqué un palier bas de l'état d'opinion. Et depuis, ça ne se redresse pas. Donc parfois, les perspectives de changement de gouvernance permettent de relancer un petit peu l'opinion. Aujourd'hui, on est dans une véritable détérioration de l'opinion. Alors, elle s'explique par toute une série de facteurs. L'objectif là n'est pas de l'expliquer, mais enfin, ce décrochage, en tout cas, sans amélioration récente, il est l'état d'esprit très négatif dans lequel aujourd'hui les Français se trouvent. Alors, je vais vous juste donner quelques chiffres, parce que je ne veux pas rediriger, mais il y a un Français sur 3 seulement aujourd'hui qui se montre optimiste quant à son avenir. Donc, heureux d'être en France, ça pose quand même la question. Et il y en a 1 sur 5, près de 20%, qui se déclarent très pessimistes sur l'avenir de la France. Donc ça interroge quand même sur l'état d'esprit. Et quand on regarde une population qui est celle des jeunes, il est intéressant de voir comment elle se projette dans demain, dans son futur. Eh bien, on a une des jeunesses les plus pessimistes du monde. Une jeunesse qui ne croit pas en la mondialisation. Il y a près d'1 jeune sur 2 aujourd'hui qui se déclare anti-mondialiste, qui se déclare contre finalement ce que l'ouverture européenne et mondiale pourrait lui apporter. C'est très très embêtant. Et par rapport à ça, on en a 25% seulement qui se déclarent satisfaits de la situation de la France. 17% qui croient en l'avenir du pays. 17%. Et 47%, je le disais, qui s'interrogent sur l'avenir du monde. Alors, sur l'avenir de la place de la France dans un contexte de mondialisation. Vous voyez qu'on est quand même dans un contexte aujourd'hui où on a une fragilité énorme, on a la perception quand même qu'on est... la grandeur de la France, c'est une notion on peut le dire qu'elle est en France, présente dans l'esprit des représentations pour les Français de la France depuis Louis XIV. Louis XIV, la France est un pays de grandeur, est un pays de croissance, de développement, de puissance. Aujourd'hui, on est face à une perception du déclin de l'influence du pays. Et cette perspective-là, s'inscrivant dans ce que vous étiez tout à l'heure sur un manque de projet, un manque de visibilité de ce que va apporter l'avenir, est très très ennuyeux sur ce qu'on doit dire de la notion et de la perception du bonheur en France. Alors, on a, pour aller sur quelques grandes notions qui aujourd'hui déstabilisent clairement les perceptions et les repères des Français, on fait face aujourd'hui à un vrai déclin des autorités. Et je pense que ça contribue à la déstabilisation du bonheur et des perspectives. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit l'État, que ce soit l'éducation, la religion, l'ordre public, même le service public qui est aujourd'hui plus écrit, alors que pendant longtemps c'était un élément sur lequel les Français se défendaient. On est très fiers de notre système de protection, sur notre système social, de notre service public. Aujourd'hui,
tout cela est décrié, tout cela est critiqué. Donc même sur les éléments fondateurs de la société française, on assiste à une dégradation de ces repères d'autorité, alors que, et je conclurai quand même sur cette première partie d'intervention sur une note d'espoir, il y a quand même, quand on interroge les Français sur leurs valeurs, des socles de valeurs républicaines qui demeurent très forts. On a, et je pense qu'il faut y réfléchir quand on doit finalement penser au projet français, quand on doit penser à comment est-ce qu'on réinstalle la confiance et le bonheur. On a aujourd'hui des valeurs qui restent très fortement ancrées dans les représentations fortes qu'on associe à la France. C'est les valeurs républicaines. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité sont des facteurs très forts qui finalement solidifient les valeurs de la société française et donc des perceptions pour les gens. Donc on peut retrouver autour de ces valeurs-là de quoi incarner un projet français positif, une nouvelle façon d'y croire. Et également, il y a un point sur lequel les Français restent aujourd'hui extrêmement positifs et forts, c'est toutes les valeurs du travail, toutes les valeurs de l'effort et de la responsabilité. Et je pense qu'on est là sur un deuxième niveau d'attributs sur lesquels il faut réfléchir aujourd'hui pour reconstruire, redonner un sens, reconstruire un projet qui finalement redonne ce bonheur perdu. Parce qu'on est aujourd'hui véritablement dans une situation de très forte dégradation. Donc heureux comme Dieu en France, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose que les Français auraient du mal, quand on analyse l'opinion, à s'approprier comme une phrase qui correspond à leur situation du jour. Merci Stéphane. Jean-François Copé, vous êtes ancien ministre du Budget, secrétaire général de l'UMP depuis 2 ans et candidat à la présidence de la même UMP depuis 5 jours. Vous êtes un homme politique, vous êtes député maire de Meaux depuis un certain nombre d'années. Donc dans votre vie de politique, cette notion de bonheur, d'heureux comme lui en France, est-ce qu'il y a un moment où vous l'êtes dit au fil de votre carrière? D'abord, à titre personnel, ce qu'évoque pour moi cette phrase, c'est la première chose à laquelle je pense, c'est la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Car cette expression « heureux comme Dieu en France » a résonné comme un véritable message de ralliement de toutes les communautés juives d'Europe centrale, en une époque où l'Europe était marquée par des vagues d'antisémitisme déjà très importantes, dans tous les pays. Et le fait qu'un des pays d'Europe puisse désavouer la totalité de son état-major d'une période où, je le rappelle, on essaie de reconstruire l'État après la défaite de 1870, où on désavoue la totalité de l'état-major pour réhabiliter un petit capitaine juif, a fait l'effet dans toute l'Europe d'une image pour la France absolument considérable et a fait de la France une terre d'asile et d'assimilation de toutes les communautés juives qui, pour un grand nombre, sont venues alors immigrer en France à partir de ces années-là, y compris entre les deux guerres. À l'époque, on parlait d'assimilation, on ne parlait pas d'intégration d'ailleurs. L'idée, c'était d'apprendre à parler le français sans accent, de franciser son nom, et lorsque on appelait à partir de la guerre, on partait sous l'uniforme français, dans les tranchées, puis ensuite en 40. Après, le reste, c'est une autre histoire. Mais c'est une phrase qui a une connotation extrêmement importante en Europe. Alors après, pour revenir évidemment au sujet d'aujourd'hui, dans la question sur le bonheur, j'écoutais très attentivement ce que chacun disait autour de cette table, et j'avais griffonné rapidement deux ou trois idées. D'abord, je pense qu'il faut distinguer, et je pense que les sondages là-dessus vont un peu dans ce sens, le rapport de la France au bonheur et le rapport des Français au bonheur. Ce sont, je crois, deux choses différentes et qui mériteraient sans doute d'être rappelées, parce que, en réalité, la France est un des rares pays du monde dont on puisse dire que c'est un des endroits où on se loge le mieux, où on éduque le mieux les enfants, où on soigne le mieux, où on a les meilleurs
infrastructures publiques de toute nature, dans tous les domaines, et où pour autant on a un rapport du français au bonheur qui est toujours marqué par une espèce d'insatisfaction. Et ça, c'est quelque chose de très paradoxal. Et il est un mot qui en français et en anglais n'a pas du tout la même connotation, c'est le mot positif. To be positive en anglais, ça veut dire quelque chose de très très puissant. En France, c'est un effort. Voilà. Et paradoxalement, c'est lié au fait qu'il existe en France, particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale, car je ne crois pas avoir lu que ce type de sentiment était aussi prégnant avant la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis les années 1945, il y a en France en permanence un petit fil conducteur de culpabilité. On culpabilise sur tout, et on fait culpabiliser sur tout. Depuis Vichy jusqu'à la colonisation, puis la décolonisation, on a toujours une raison de se dire que c'est quand même un peu de notre faute. Et ça vient s'ajouter évidemment à cette formulation permanente du verre à moitié vide, qui fait qu'en France, bien plus que dans les pays anglo-saxons, on est en permanence en train de rechercher la partie vide du verre. Voilà. Et même quand on est très fier de quelque chose, les oui mais s'accumulent de telle sorte qu'à la fin on dit bon ok ça va, c'est bon, d'accord, ok, même là-dessus on n'a pas réussi. Et ça m'amène à dire que finalement, quand on y réfléchit, notre véritable problème est un problème de mental, comme on pourrait dire en sport, monsieur le président du CNOSF. C'est d'abord un problème de mental. Et ça m'amène à penser qu'il faudrait essayer avec la société française, d'une manière ou d'une autre, d'engager 3 séries de questionnements. Le premier de ces questionnements, c'est le rapport des Français au monde. Pendant très longtemps, le problème ne s'est pas posé. La France se considérait, à juste titre, comme le centre du monde, le cœur du monde, l'intelligence du monde. C'était plutôt au monde de s'adapter. Puis est venu un petit problème, qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est que pendant que nous pensions que le monde tournait autour de nous, en fait, le monde s'est mis à parler l'anglais. Et nous ne parlons pas du tout l'anglais, très mal l'anglais. Et comme nous sommes un peuple fier, nous ne voulons pas le montrer. Donc nous ne parlons pas aux autres. Et comme nous ne parlons pas aux autres, nous ne nous enrichissons pas du tout de ce que pensent les autres. Et donc nous ne parlons qu'entre nous. Et forcément, à force de ne parler qu'entre nous, au bout d'un certain temps, on se répète. Et du coup, on parle assez peu de géographie, on parle assez peu d'économie, on ne parle que de politique et d'histoire. Politique, l'histoire, c'est passionnant, mais moi je rêve que les Français regardent un peu plus à l'extérieur de leurs frontières, et pour ça, il faut parler la langue que, malheureusement, M. Zelbin, la langue anglaise et pas la langue française n'ont pas gagné cette bataille. Donc je pense qu'il y a, de ce point de vue, une réflexion sur le rapport au monde, par rapport à la question du bonheur, ne serait-ce que pour s'inspirer des meilleures pratiques à l'extérieur et puis aussi de relativiser en mesurant ce que nous sommes. La deuxième question, c'est le rapport à l'effort. Ce terme d'effort est un terme qui, en France, est à triple ou quadruple sens. La dernière interprétation qui en a été donnée a été par l'excellent président Hollande, qui, lors de son discours du 14 juillet, a à plusieurs reprises invité les Français à un effort. Alors moi je me dis fantastique, ça y est, on est dans une mutation transcendantale profonde, il va nous demander de travailler plus, il va nous demander d'accepter de vivre avec moins de dépenses publiques, pas du tout. Pour lui, plus d'efforts, c'est plus d'impôts. Voilà. Donc on rajoute cette idée supplémentaire, c'est que la notion d'effort pour une partie de la classe gouvernante, c'est par l'impôt. Non seulement on fait des efforts en travaillant, mais en plus on fait un deuxième effort en ayant des augmentations d'impôts. Je pense que cette question de l'effort, qui renvoie au rapport des Français à l'effort, ok pour les autres, mais nous on en fait déjà beaucoup, vous vous rendez pas compte, est un vrai sujet, y compris en termes de reconstruction d'un message politique. Et enfin, troisième sujet de questionnement, c'est le rapport à la réussite. Voilà. Cette question-là, elle est absolument majeure. Le rapport à la réussite est notamment le lien entre la réussite individuelle et la réussite collective. Quand on réussit collectivement, on déteste mettre en haut du podium celui qui est à l'initiative de l'effort, parce qu'on dit quand même, il n'y a pas de raison que ce soit plus lui qu'un autre. Bon, là, ça devient suspect. Et quant à la réussite individuelle, il ne viendrait pas spontanément à l'esprit d'un Français qui a réussi de se dire qu'il le doit à autre chose qu'à lui-même, et peut-être même qu'il le doit à son pays, qui lui a permis de rencontrer le professeur extraordinaire, le médecin formidable qui l'a soigné d'une bien mauvaise maladie à 14 ans, de ses parents qui ont fait tant d'efforts et qui ont pu en France développer leur propre réussite, etc. Et cette réflexion à la réussite, j'y pensais aussi en vous entendant, M. Valencien, parce que c'est vrai que vous parliez de ces réussites miraculeuses en urologie,
je suis ça avec beaucoup d'intérêt, puis en plus une discipline qui m'intéresse. Moi, je suis fils de proctologue, donc on est voisins. Voilà, c'est une frontière. Et comme dans tous ces domaines qui pendant très longtemps étaient considérés comme des sujets dont on ne parle pas, parce que franchement, ce n'est pas des régions dont on parle facilement, eh bien, donc dans la grande confidentialité, un certain nombre de spécialistes ont fait des recherches extraordinaires. Et dans ce domaine, la France peut être assez fière de ce qu'elle a fait. Et même si ça a énervé les Américains, comme vous dites, nous restons petits Français, finalement, de ce point de vue, des gens qui participons au bonheur des autres, puisque grâce à des hommes comme vous, on les soigne, on les fait vivre longtemps, et donc forcément heureux. Donc ça, c'est formidable. Voilà. Merci Jean-François. J'ai maintenant un problème classique d'animateur, c'est que beaucoup de temps s'est écoulé. Certains ont parlé très peu de temps et d'autres ont déjà parlé sur la deuxième partie du débat. Donc je ne vais pas redonner la parole à tout le monde avant de prendre des questions de la salle. Le deuxième thème que je voulais aborder, c'est comment faire pour que ce sentiment de bonheur prospère en France s'épanouisse davantage. Il existe et en même temps il est très contrarié, ça a bien été présent dans toute une série d'interventions. Et donc pour se projeter, pour voir comment on va faire, pas forcément mieux que les autres, mais mieux que ce qu'on a fait dans le passé. Comment est-ce qu'on peut faire? Et je commence de nouveau par vous. Ce qui ressort bien de ce qui a été dit, c'est ce que je pensais moi-même, c'est-à-dire en fait il y a deux sujets. Il y a un premier sujet qui est le très grand décalage entre ce que les Français ressentent d'eux-mêmes et ce que le reste du monde ressent à propos de la France. Et puis il y a le sujet de l'articulation entre le bonheur individuel et le bonheur collectif, puisqu'en France on n'est jamais vraiment heureux quand on n'est pas dans un projet d'ensemble. C'est ça les deux sujets. Donc ça amène, si on se projette sur qu'est-ce qu'il faut faire, sur le premier point, donc comment est-ce qu'on réconcilie la France et l'image interne de la France avec la mondialisation. Moi, je suis très frappé de voir que dans les bonnes opinions que les étrangers ont de la France, il y a en particulier les bonnes opinions des pays émergents. Alors, ça tombe bien. Le Brésil, là, bon, la Chine, c'est un peu particulier, parce qu'il y a toujours le Tibet, bon, on va les chatouiller. Mais il y a les bonnes opinions des pays du G20. De même que dans l'attractivité de la France pour les capitaux internationaux, ça reste très très bien. En 2011, il y a encore eu des flux tout à fait importants d'investissement attirés par le crédit d'impôt recherche, c'est clair, mais attirés de manière plus structurelle par la qualité de la main-d'œuvre, les territoires, etc. Donc ce décalage par rapport à l'international, je pense que le moyen de lutter contre cela, c'est largement, comme le suggérait d'ailleurs Jean-François Copé, la réconciliation avec la mondialisation. Moi je trouve qu'il y a très peu de gens en France qui parlent positivement de la mondialisation. Alors du coup, c'est pas étonnant qu'on ait ce que vous dites dans la confiance des Français, y compris des jeunes Français, par rapport à la mondialisation. Est-ce que vous connaissez, vous, des gens qui disent c'est porteur d'espoir? Et c'est porteur de générosité, parce qu'après tout, que les petits Chinois mangent mieux qu'il y a une génération, on peut quand même pas, nous, peuple généreux, nous, peuple fraternel, nous, porteurs de droits de l'homme universel, pleurer là-dessus. Est-ce que vous entendez beaucoup de gens qui disent une vision intelligente des décolocalisations, comme on dit en France, et des externalisations, comme on dit en Allemagne, bon, ça peut être tout bénef entre, je sais pas, le Maroc et la France. Donc je crois que le discours positif, il doit vraiment être porté, même si c'est courageux, parce que c'est vrai que dès qu'il y a des sujets de mondialisation, tout le monde crie avec les loups. Alors pardon, je ne pense pas de dire que c'est pareil à droite qu'à gauche, et qu'on n'arrive pas à avoir cette vision universelle, alors même qu'on est effectivement un peuple qui a besoin d'universalité. Moi je ne suis pas tellement d'accord avec vous quand vous dites que mondialisation c'est le monde moderne d'américanisation, parce que la mondialisation, elle se fait de plus en plus de diversité, avec le cas particulier le plus important, évidemment, qui est la Chine. Enfin, la diversité d'un pays qui fait presque un tiers de l'humanité, elle est en soi, évidemment, marquante pour toute l'humanité. Donc, je crois que le premier point, c'est trouver les mots positifs, les exemples positifs. Tout ça, j'ai donné quelques exemples anecdotiques peut-être, mais vraiment de la réalité de ce que la France est beaucoup plus internationale qu'elle le croit. Et en étant internationale, elle est conforme à sa vocation.
Alors, nom d'une pipe, pourquoi est-ce qu'on a la mondialisation complexée et sinistre alors que nous sommes d'abord dans cette réalité et avec tout un potentiel qui est beaucoup plus important, encore une fois, qu'on le croit. La deuxième chose, le deuxième type de réconciliation qui me paraît important, c'est entre l'aspect individuel et l'aspect collectif. Parce que je trouve que ce qui quand même frappe, c'est un décalage entre beaucoup de situations de désarroi collectif, enfin vous l'avez dit là dans les sondages, c'est absolument terrible, le désarroi collectif, l'espèce du complexe du déclin, la critique permanente, enfin bon, les Français à l'étranger, c'est vraiment très désolant de les entendre souvent taper d'abord sur leur pays au lieu d'en être les ambassadeurs. Bon. Donc ce désarroi sur le collectif avec un certain nombre de constats que même si les réponses aux questions que vous avez dites sont assez négatives, on a des indices d'équilibre individuel, que ce soit dans la démographie. Bon, c'est quand même en principe pas vraiment des gens trop malheureux qui font autant de bébés. On les a dans la pratique du sport, que vous avez dit, qui est très positif, satisfaisant, dans la multiplicité des associations de toute nature, bref, un certain nombre de lieux d'épanouissement individuel, voilà, et qui vont de pair avec ce désarroi collectif. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de pays dans lesquels on se satisfait tout à fait des situations individuelles, de la conquête de la prospérité individuelle. Et c'est même le ressort des pays émergents pour beaucoup d'entre eux, en tout cas des pays asiatiques, l'Amérique latine c'est différent. Mais nous, les Français, on n'est pas bien quand ça ne va pas à la fois dans les individus, dans leur famille et dans un projet collectif. Donc le sujet de réconcilier le privé et le collectif, je trouve qu'il est très important. Par exemple, si on se prend dans le domaine économique, c'est vrai que les difficultés de solidarité entre les grands groupes et les PME, moi je l'ai vu ça à l'exportation, mais c'est aussi à l'intérieur, les politiques d'achat des grands groupes, franchement, on se dit, on serait un peu plus en meute, un peu plus en équipe, un peu plus en frégate. Enfin bon, chaque pays a son mot. Frégate, c'est à l'italienne, et meute, c'est à l'allemande, comme vous le savez. Bon,